même pas discuter. Je suis toute la journée renfermée là-dedans. C'est pas une vie à 97 ans. C'est vrai que c'est à cause du virus. Oui, mais je comprends bien. Mais ma voisine n'a pas le virus et puis moi non plus. On pourrait se voir de temps en temps. Discuter un petit peu. Vous mangez plus? Je force parce que mes enfants ils rouspètent. Je me force. À manger? Mais oui. Ce reportage nous a bouleversés car il montre une réalité qui n'a pas pu être filmée durant le premier confinement. L'abandon des personnes âgées et leurs soignants dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Ils me disent, maman, tiens le coup jusqu'au bout. Dès le début du mois de mars, les directeurs et directrices des EHPAD font part de leurs inquiétudes dans les médias. Ils se disent en manque de consignes nationales. Nous sommes alors qu'au stade 2 de l'épidémie qui prévoit déjà la possibilité d'imposer des restrictions sur les visites dans les EHPAD. Pour le moment, il n'est que recommandé d'éviter ces visites. Le 7 mars, on active le plan bleu. Le dispositif est né après la canicule de 2003 pour apporter des réponses à un éventuel risque sanitaire. Chaque établissement a ses propres mesures préventives, connues par le personnel. Et le 11 mars, le couperet tombe. Nous avons donc décidé de suspendre l'intégralité des visites extérieures en EHPAD ainsi qu'en unité de soins de longue durée. Il y a 7000 EHPAD en France qui comprennent 600 000 résidents. Le 28 mars, le gouvernement demande même un isolement total de chaque résident dans sa chambre quand cela est possible. Il faut dire qu'ils sont peu protégés dans les EHPAD. Si des masques FFP2 plus protecteurs ont été réquisitionnés pour les hôpitaux, les personnels de ces établissements n'ont droit qu'à des masques chirurgicaux. Dès le 20 mars, le secteur de la gériatrie adressait une lettre au ministre de la Santé pour réclamer des masques. Ils craignent 100 000 morts. Pour l'heure, dans le bilan quotidien réalisé par le directeur général de la Santé qui nous donne les chiffres du Covid, seuls les chiffres émanant des hôpitaux figurent. On sait que les décès survenus à l'hôpital représentent probablement une faible part de la mortalité. Ce sont les journaux locaux qui nous relatent ce qui se passe dans les EHPAD, de plus en plus de décès, mais le lien avec le Covid n'est pas toujours certifié. Seuls les 2 premiers décès d'un établissement sont testés, les autres sont ensuite assimilés mais pas certifiés. Les témoignages de familles endeuillées se multiplient. Le 30 mars, le Comité consultatif national d'éthique rend son rapport commandé par le gouvernement sur la question des EHPAD. Un rapport alarmiste sur des conditions d'isolement trop difficiles pour les personnes âgées. Pour nombre d'entre eux, le lien qui les rattache au monde extérieur est leur raison essentielle de vivre. Les en priver de manière trop brutale pourrait provoquer une sérieuse altération de leur état de santé de façon irrémédiable, et même enlever à certains le désir de vivre. Ce n'est que le 2 avril qu'on comprend l'ampleur de la situation avec les toutes premières données chiffrées émanant des EHPAD. Nous déplorons ce soir 884 décès survenus au sein des établissements sociaux et médico-sociaux. L'outil permettant de collecter ces données n'étant actif que depuis le 28 mars, ces chiffres ne sont vraiment qu'une première estimation. La situation est particulièrement critique des personnes âgées à risque face à la maladie, mais aussi face à la perte de morale en se retrouvant totalement isolées de ses proches. Dans certains établissements, l'abnégation des salariés est telle qu'ils en viennent à se confiner au sein de l'EHPAD avec les résidents pour ne pas ramener le virus de l'extérieur. Avec son téléphone portable, la directrice nous montre la vie de ses équipes. Donc là, elles dorment. Elles sont épuisées. On va les laisser dormir. Le site The Conversation recense 17 EHPAD dans cette situation. Les femmes sont surreprésentées dans ces professions. Des élans de solidarité se manifestent également de l'extérieur. 10 cousins, âgés de 14 à 24 ans, lancent un site internet permettant d'écrire à des personnes résidant en EHPAD. Je vous souhaite des sourires, des rêves et plein de bienveillance. Blandine. Que c'est jour. C'est beau, hein? Des établissements s'équipent en tablettes numériques pour que chacun puisse voir sa famille sur Skype. On a de la chance parce qu'il y a 15-20 ans, ça n'existait pas. C'est encore bien tombé. Le 9 avril, Edwige, 70 ans, communique avec son mari à l'aide d'une ardoise. Elle, depuis la rue, lui, depuis la fenêtre de son EHPAD du Tarn. Elle se fait alors verbaliser par une patrouille pour violation du cordon sanitaire. En voyant la détresse de leurs résidents, les directeurs et directrices d'établissements commencent à réclamer une réouverture aux visites. Le département du Bas-Rhin le fait, au cas par cas, selon les capacités d'accueil de l'EHPAD. Le 13 avril, 13 élus et responsables de santé publient une tribune dans Le Monde pour alerter de la situation dans les EHPAD. Ils vont même jusqu'à parler de scandale d'État. Un point de vue partagé par la presse étrangère qui s'interroge sur la relation qu'a la France avec ses aînés.
Le Devoir, journal canadien, considère que la France a méprisé ses vieux en ne les comptabilisant pas tout de suite dans les cas morts Covid. La presse allemande révèle que seuls les moins de 75 ans sont ventilés dans certains hôpitaux, et Radio-Canada cite un élu parisien selon lequel le SAMU ne se déplacerait même plus pour les personnes âgées. Autant de questions qui seront soulevées par la commission d'enquête parlementaire dédiée à la gestion de la crise durant l'été. Des associations françaises avaient d'ailleurs alerté sur ce tri et avaient déposé une requête en déféré pour rupture d'égalité. Requête rejetée par le Conseil d'État expliquant qu'il n'a pas été établi de manière générale que les hôpitaux ont refusé l'admission dans leurs services de personnes résidant en EHPAD. Parallèlement à cela, une polémique éclate autour d'un décret publié le 28 mars. Ce décret autorise les médecins de ville à prescrire du Rivotril pour remplacer le midazolam qui risque de pénurie. En temps normal, le Rivotril est prescrit pour la prise en charge de l'épilepsie. Le midazolam est lui un sédatif très utilisé en soins palliatifs pour accompagner les patients en fin de vie. Il s'avère que la molécule du Rivotril est de la même famille que le midazolam et peut donc être utilisée en sédatif. Mais avec le nombre de personnes en soins intensifs, on craint un manque de midazolam. Le décret facilite donc la prescription de Rivotril pour les personnes en fin de vie en EHPAD ou à domicile. Selon la Direction générale de la santé, il s'agit d'améliorer l'accompagnement des soins palliatifs même en dehors des hôpitaux. Seulement pour certains, cela s'apparenterait à de l'euthanasie. Des théories complotistes vont même jusqu'à trouver une corrélation avec la surmortalité dans les EHPAD. Le sujet apparaît dans le fameux documentaire Hold Up. Plusieurs médias ont démenti, notamment Check News, le service de fact-checking de Libération. L'euthanasie est toujours aujourd'hui illégale en France. Le décret a été renouvelé lors du deuxième confinement d'automne. Au final, on se demande si leur donner du cannabis, comme réclamé par une association d'usagers de cannabis thérapeutique, aurait fait moins scandale. T'inquiète Mali, c'est de la bonne, je vais revenir souvent. Le 6 avril, changement de stratégie concernant les tests. Le principe est le suivant, tester tous les résidents et tous les personnels à compter de l'apparition du premier cas confirmé de malade de coronavirus au sein de l'établissement. Le 17 avril, alors qu'on commence à parler de déconfinement, Emmanuel Macron précise qu'il ne veut pas de discrimination envers les personnes âgées. Le 19 avril, on libère les vieux. Nous avons élaboré ensemble des recommandations nouvelles qui permettront, à partir de demain, d'organiser dans les territoires, sous la responsabilité des directions d'établissement, un droit de visite pour les familles en direction de leurs aînés fragiles admis en EHPAD. Asseyez-vous, Madame Swack. Les conditions restent très limitées, 2 personnes par famille maximum, des rencontres le plus possible en extérieur et sans contact physique, le tout sous la responsabilité des directeurs et directrices d'établissement. Mais le mal est fait, ce huis clos dans lequel personne ne pouvait entrer et duquel peu d'informations sortaient a fait souffrir. Des milliers de personnes âgées sont mortes dans ces établissements sans que leurs proches ne puissent les voir et parfois avec un accompagnement de fin de vie très limité. Au mois de mai, plus de la moitié des victimes du coronavirus vivaient en EHPAD. Plusieurs familles se tournent vers la justice pour avoir des explications sur les morts de leurs aînés ou jugeant qu'on ne les a pas assez protégés. Le 20 avril, le journal 20 minutes révélait que le parquet de Paris avait reçu plus de 25 plaintes pour des établissements parisiens. Ailleurs en France, les plaintes se multiplient et le groupe Korian est particulièrement visé. Le nombre de décès dans les EHPAD de ce groupe est plus élevé que les autres et les révélations de l'Obs sur ses intentions de dividendes met le groupe encore plus mal à l'aise. Concernant ces dividendes, la gauche parle même de détournement de fonds publics, estimant que ce surplus d'argent devrait servir à embaucher en pleine crise de Covid plutôt qu'à gonfler les portefeuilles des actionnaires. Le soir même de la publication de l'article de l'Obs, le groupe annonçait supprimer les dividendes sur cette période et baisser les salaires de 25% de ses dirigeants. Il est un Le 11 mai, la France est déconfinée, sauf dans les EHPAD, dont les conditions de vie et de visite ne sont assouplies que le 5 juin. Pour nos aînés en maison de retraite ou en établissement, les visites devront désormais être autorisées. Mais avec la deuxième vague, les limitations de visites reviennent dès le 1er octobre, puis le confinement. Mais cette fois-ci, les visites peuvent continuer dans les EHPAD pour ne pas recommencer les erreurs du printemps. Autre différence, cette fois-ci, on a des masques et surtout des tests. Des dépistages des membres du personnel des EHPAD sont organisés de manière hebdomadaire. Enfin, en novembre arrive la bonne nouvelle, on a trouvé des vaccins. Le gouvernement annonce que les résidents des EHPAD seront les premiers à être vaccinés. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le 2 décembre, 16 814 décès ont été enregistrés dans les EHPAD et les établissements médico-sociaux.
Il aura donc fallu un bilan catastrophique pour que l'on se décide à mettre des moyens dans les EHPAD. Le Ségur de la Santé promet 2,1 milliards d'euros pour la rénovation et la modernisation de ces établissements, ainsi qu'une hausse de salaire de 180 € par mois pour le personnel soignant. Une nouvelle branche grand âge va être ajoutée à la sécurité sociale. Mais le besoin principal pour les EHPAD est humain, il manque de personnel. Et tous ces manques, le personnel des EHPAD en parlait déjà en 2018 lors d'une grande grève nationale. Enfin, on parle de nous, on est mis en lumière, mais surtout, on parle de la maltraitance institutionnelle qui n'est pas due aux soignants, qui est due aux directives nationales prises depuis 30 ans. Si vous souhaitez aller plus loin pour comprendre ce qui s'est passé dans les EHPAD pendant cette crise du coronavirus, je vous conseille cet article de Florence Aubenas dans Le Monde et ce documentaire de Pièces à conviction sur France 3. En image bonus de ce mois d'avril, c'est Nombre plat, auteur de mes kilos de confinement.